Il est 13 h, du coup, on va attendre juste 1 ou 2 minutes que les gens arrivent, le temps de se connecter. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui sont déjà là. Aman, Anne-Valérie, Guillaume et tous les autres. Ça te va? On attend 2 minutes, Martin? Ouais, deux petites minutes et on va démarrer. Ça marche. Ça fera venir les retardataires. On va finir le sandwich. Allez, on va pouvoir démarrer, je pense. Allons-y. Déjà, bienvenue à tous. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints lors de cette septième édition du Ask Me Anything par Advisory. Avant de commencer, juste pour vous donner un peu le programme, on va du coup faire une présentation et des règles sur la thématique d'aujourd'hui, qu'on va vous présenter juste après. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure de la présentation, qui durera environ une vingtaine de minutes. Ces questions nous remonteront directement et on pourra les traiter juste après, au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez les poser, nous poser toutes vos questions et on les traitera juste après. Le but d'aujourd'hui, c'est de discuter un peu de l'importance de créer ces frameworks produits sur mesure pour pouvoir s'adapter. On va vous donner un peu, enfin, on va essayer de vous donner en fait les billes pour pouvoir, avec des experts, pour pouvoir rapidement créer un framework qui ramènera de la plus-value à votre organisation et qui vous permettra de mieux gérer vos organisations, votre organisation et votre produit. Pour ma part, je suis Reda Kalaoui, je suis coach produit chez Advisory. J'accompagne de nombreuses organisations et clients à mieux gérer leur organisation ainsi que leurs produits. Ça passe par de l'accompagnement individuel, collectif, de la formation et aussi des travaux de transformation agile et produits au sein de grands groupes. Martin, je te laisse te présenter. Bien sûr. Du coup, Martin Cantologa. Donc moi, je suis cofondateur et CEO chez Advisory. Je gère l'ensemble de la structure et des collaborateurs d'Advisory et j'appuie évidemment l'ensemble des démarches méthodologiques et d'accompagnement qu'on délivre chez nos clients. Du coup, c'est à ce titre que je vais intervenir aujourd'hui sur un sujet qui me tient à cœur parce que chez Advisory, on est des artisans de la construction d'organisations qui permettent de délivrer des produits digitaux efficacement et d'appliquer notre démarche et framework de product management. Donc, je suis super content de présenter ce sujet-là et de pouvoir casser certaines croyances et libérer certains chakras sur le sujet. Et c'est le travail qu'on mène au quotidien chez nous, notamment avec Reda. Donc, déjà, je suis très content de faire ça avec toi, Reda,
Et merci encore pour De même, cette présentation. Et je du t'en prie. coup, merci à tout le monde. Et pour peut-être quand même un petit rappel de ce qu'est Upvisory. Donc, on est une agence conseil spécialisée dans le product management. On accompagne startups et grands groupes dans leur transformation et l'application de démarches et de démarches produits. Donc, la mise en place du product management en France est un de nos leitmotifs. Et du coup, on s'adosse pour accompagner nos clients à livrer des produits digitaux à succès qui soient efficaces et qui leur permettent à la fois de rencontrer les besoins des utilisateurs et d'atteindre leurs enjeux et leurs objectifs business. Alors, on rentre directement dans le sujet. Du coup, la première question, quand on a attaqué ce sujet avec Reda, on s'est dit bah, il va falloir quand même réexpliquer concrètement ce qu'on entend et ce qu'on considère être un framework aujourd'hui. Donc, un framework, c'est un cadre qui est méthodologique, donc qui peut embarquer plusieurs méthodologies et organisationnelles. Pourquoi? Parce que quand on décline un framework, on va donner un rôle, des compétences et un périmètre de fonctionnement précis à une équipe ou à une organisation complète. Et pourquoi, à quelle fin? Dans le but de structurer du delivery et de pouvoir livrer des produits à ses utilisateurs, que ce soit des produits internes, des produits à destination de vos clients, que ce soit aussi de nouveaux marchés que vous souhaitez adresser en France ou à l'international. Du coup, on vous a fait un rapide panel des frameworks dans le domaine produit, dans le domaine du product management, des produits digitaux. Donc, un framework produit, ça fait référence à quoi? Donc, au cadre méthodologique et organisationnel, comme on l'a dit, qui existe pour faciliter à la fois la conception et la construction de produits digitaux de bout en bout. Donc, de l'idée jusqu'au produit fini qu'on va mettre en marché et qu'on va valoriser sur son marché. Pour découper le product management, on peut le découper très simplement, et c'est ce qu'on a essayé de faire ici, en deux grandes phases que sont le discovery et le delivery. Chez nous, on a plus particulièrement 4 phases que sont la product strategy, le product design, le product delivery et le product growth. Mais on a préféré, là, pour des raisons de facilité et de compréhension, vous le séparer dans ces deux phases-là. Tout ce qui est discovery, en fait, c'est en amont de la construction du produit digital. Donc, ça va vraiment être tout ce qui est penser, déjà formaliser le besoin de vos utilisateurs, penser le produit en fonction de ce besoin-là, monter une stratégie autour de votre produit et derrière pouvoir commencer à conceptualiser ce produit-là et le designer pour en définir en fait l'UX. Globalement, c'est toute la partie cadrage que vous pouvez faire quand vous lancez votre produit. Cadrage conception, exactement. Merci Reda. Et en fait, ensuite, dans un second temps, vous allez avoir la partie delivery. Donc, c'est tout ce qui est réalisation concrète et technique de votre produit pour que vous puissiez le déployer auprès de vos utilisateurs. Donc, le constat qu'on fait aujourd'hui chez Upvisory, c'est qu'il existe énormément, comme vous pouvez le voir, et là, on vous a fait qu'un rapide panel, évidemment, de frameworks quand on parle de delivery. Donc, on les a séparés en deux dimensions. Au niveau équipe, vous avez notamment Scrum et Kanban qui sont les plus connus. Vous en avez évidemment d'autres comme XP, par exemple. Mais voici les deux frameworks les plus utilisés aujourd'hui. En termes d'organisation, quand on parle d'agilité à l'échelle, donc qui va considérer non pas une équipe ou plusieurs équipes, mais vraiment la globalité d'une organisation, on va parler notamment de SAFe, de Less et du framework assez connu, et on va en parler un petit peu aussi, Spotify. Dans les phases de discovery, malheureusement, on est beaucoup moins structuré, il y a beaucoup moins de recherches fondamentales sur le sujet, il y a beaucoup moins de modèles types à appliquer. On en connaît principalement deux. Le premier, c'est le Design Sprint de Google Ventures, qui a été beaucoup imaginé pour des startups qui devaient justement aller très vite dans ces phases de découverte pour déployer dans une méthodologie de Lean Startup le plus rapidement possible une solution sur le marché. On a évidemment, nous, on s'est inspiré de ce cadre-là. On l'a étendu et notamment aussi pour l'appliquer dans des organisations plus structurées qu'un entrepreneur qui se lance. Et on a appelé ça le Product Sprint. C'est un format étendu du Design Sprint et qui va plus loin et qui est plus structurant. Donc, ça, c'est ce qu'on a déployé chez nous
maison chez Advisory pour essayer déjà de déployer tout ça et d'aider nos clients à y voir plus clair dans les phases de discovery. En termes d'organisation, donc de framework d'organisation sur les phases de discovery, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y en a aucune qui se déploie et qui est réellement existante. Ça va être plus des démarches maison qu'on va retrouver dans certaines organisations. Par exemple, chez Meilleur Agent, ils communiquent énormément sur leur phase de discovery à l'échelle. Voilà, on peut retrouver des entreprises, des organisations qui vont avoir par exemple des démarches de recherche utilisateur à l'échelle, des démarches UX extrêmement définies et packagées, mais aujourd'hui, tout le phasage et tout le phasage de stratégie produit est très peu documenté et très peu structuré en termes d'organisation pour être déployé au global. Souvent, ça va vraiment être à l'échelle d'un seul ou de quelques produits. Donc voilà, ça c'était pour le panel et l'état des lieux un petit peu des frameworks produits qu'il existe en France et à l'étranger. Alors, quelle limite au framework actuel? En fait, ce qu'on souhaite vous dire lors de ce live, c'est qu'un framework, c'est une belle boussole. J'ai fait un petit post là-dessus sur LinkedIn récemment. C'est que ça permet de vous orienter, mais en aucun cas, ça peut être dupliqué et appliqué tel quel parce que ça a été réellement appliqué dans une organisation et dans un contexte précis. Donc, ce qu'on vous rappelle, c'est juste qu'un framework, comme ils sont présentés juste avant, ça a été construit et ça a évolué dans un contexte qui est particulier. Typiquement, Spotify, ça a été imaginé dans le contexte, évidemment, de l'entreprise Spotify. On souhaite aussi vous rappeler qu'un framework, c'est une vision théoricienne, idéalistique de ce qu'on souhaite atteindre en termes d'orga et de réalisation. Et de collaboration entre les personnes. On sait exactement qu'il y a souvent des jeux de pouvoir, une organisation collaborative qui n'est pas forcément l'organisation qu'on a sur un organigramme tel qu'il est donné. Et tout ça, c'est évidemment à prendre en compte quand on déploie un framework. Et il y a une gestion des process qui n'est pas forcément définie et idéalement posée pour pouvoir tout de suite en décliner un framework organisationnel. Donc ça, c'est super important parce que en fait, on ne prend pas en fait tout ce qui est intangible dans une entreprise, dans une organisation quand on imagine un framework. Et évidemment, il y a beaucoup de mouvements et de jeux de position qui sont embarqués et à prendre en compte quand on pose ce type de structure. Alors, un biais aussi qu'on rencontre chez de nombreux clients, c'est que le framework, c'est souvent vu comme la solution à tous les problèmes. Il y a des difficultés de collaboration au sein d'une équipe. Tiens, on va appliquer du Scrum et ça va améliorer les choses. Scrum est une solution. Scrum va régenter un modèle collaboratif sur la base des cérémonials qu'on peut connaître, mais ça n'est en aucun cas la solution à vos conflits, la solution à une réussite collaborative et collective. Ça embarque beaucoup plus d'éléments de change management et ça embarque beaucoup plus de politique managériale que seulement mettre en place un framework. Donc c'est vrai que les entreprises connaissent des difficultés de delivery et nous disent tout souvent, bah, tiens, la solution, c'est d'appliquer du safe. Non, il faut utiliser safe. Si oui, pourquoi et à bon escient. Mais en aucun cas, ça résoudra tous vos problèmes de delivery qui sont sûrement plus profonds que la manière dont vous êtes organisé et dont vous êtes structuré sur le plan méthodologique. Donc ça, c'était vraiment le troisième point qui pour moi est important. C'est qu'il ne faut pas croire qu'en déployant un framework précis, ça va résoudre tous vos soucis. Et le quatrième point, c'est que le framework, il est souvent pris à la lettre. Donc ça, je laisserai Reda évidemment bien compléter là-dessus, mais on souhaite appliquer ce qu'on appelle souvent du by the book. Et en fait, il faut avoir une très très bonne maîtrise des frameworks pour se dire qu'est-ce qu'on peut conserver dans un framework, qu'est-ce qui n'est pas adapté chez nous et qui est à faire évoluer, mais également attention à pas trop déstructurer les méthodes pour en fait en perdre aussi l'essence même. Donc c'est pour ça que je dis les gens font souvent des erreurs, nos clients font souvent des erreurs sur deux plans. Le premier plan, c'est que soit ils ont une maîtrise faible du framework et ils l'appliquent tel quel et du coup, c'est pas forcément hyper adapté. Soit ils le déstructurent complètement, mais ils n'ont pas les tenants et les aboutissants pour savoir ce qu'il y a à conserver obligatoirement ou pas. Typiquement, par exemple, effectivement, pour ajouter sur ça, on rencontre souvent lors de nos missions des clients qui ont plusieurs équipes et qui voulaient absolument mettre toutes leurs équipes
au même framework. Aussi bien des équipes de delivery qui font des produits clients avec des interfaces, etc., sur lesquelles des méthodes de delivery comme Scrum peuvent bien marcher. Et par contre, ils ont aussi voulu appliquer ça sur des équipes qui n'étaient pas du tout faites pour. Imaginez, prenez une équipe qui ne fait que du ticketing, de la résolution de bugs, etc., et qui doit être très réactive. Si vous commencez à leur appliquer une méthodologie comme Scrum et leur demander de bloquer leurs travaux pendant 2 semaines, ils ne vont pas pouvoir être aussi réactifs qu'avant. Et donc, du coup, on va tomber exactement dans le biais de vouloir appliquer une méthodologie parce qu'on pense qu'elle est bien et qu'elle est utile pour tout le monde. Un petit point, une petite anecdote qu'on voulait vous mentionner et qui est importante à avoir en tête et que peu de gens savent et du coup ça entraîne un biais évidemment dans leur pratique, c'est que le framework Spotify qui est très brillant n'a jamais été appliqué au sein de l'entreprise. Ça c'est à savoir, c'est-à-dire que c'était une vision et un idéal collaboratif et de construction d'équipe chez eux. Mais l'entreprise a grossi trop vite, a eu certaines limites et il y a eu certains jeux aussi de pouvoir et de position qui ont fait qu'ils n'ont jamais pu déployer le framework Spotify en tant que tel au sein de l'entreprise. Donc, ils ont gardé des éléments, mais il faut bien savoir que le framework Spotify, ça n'a pas été écrit dans une logique d'être une méthodologie, ça a plutôt été écrit dans une logique d'être un retour d'expérience et une vision à donner à une organisation. Ça a été limite victime de son succès et du coup, le modèle qu'ils ont fait émerger, qui est le modèle de feature team, a son intérêt, a beaucoup on va dire, de bonnes pratiques aujourd'hui dans de nombreuses organisations. Mais il faut savoir que Spotify, il y a plein de choses qui ont échoué dans le modèle Spotify et du coup, ils n'ont pas forcément retenu l'ensemble du modèle ou ils n'ont pas appliqué tel quel. Et c'est une anecdote un peu marrante qui fait écho à notre sujet dont on voulait vous parler. Alors, la solution qu'on préconise là-dessus, c'est justement d'adapter ces frameworks produits, donc les frameworks qu'on vous a présentés, à quoi? Ben, à votre contexte qui est propre à votre organisation et à vos spécificités qui peuvent être multiples. Donc, on va en parler. Donc, les critères à embarquer qui peuvent être les critères spécifiques, c'est votre périmètre. Déjà, pour sélectionner un framework que vous allez adapter et que vous allez créer sur mesure, il faut vous dire, OK, est-ce que ce framework, il est à l'échelle d'une équipe, il est à l'échelle de plusieurs équipes? Est-ce qu'il y a plusieurs parties prenantes qui doivent être intégrées, qui sont externes à l'équipe ou non? Et est-ce que à terme, on a ambition ou est-ce que ça doit être déployé pour l'ensemble de l'organisation? Donc évidemment, on ne va pas retenir les mêmes éléments et on ne va pas retenir forcément les mêmes cadres méthodologiques et organisationnels pour cela. Le deuxième aspect qui est fondamental, c'est le métier. Le métier, il embarque certaines spécificités. Par exemple, si on est dans le monde bancaire, il y a des éléments de sécurité à avoir en tête qui vont contraindre et qui seront embarqués dans votre framework. Je pense par exemple également au monde du tourisme, qui est un monde plus cyclique sur des phases d'été et des phases d'hiver. Est-ce que vous devez délivrer de la même façon et vous organiser de la même façon pour tenir des pics de charge et de saisonnalité qui sont forts? Voilà, c'est des éléments qui sont à évaluer et à adapter en fonction de votre métier, votre cible aussi également. Il n'y a pas le même besoin, par exemple, d'itération ou de réflexion même utilisateur quand vous faites votre client est une organisation, une entreprise par exemple en B2B, ou alors que vous adressez à un panel d'utilisateurs précis qui sont des clients finaux en B2C. Mais là aussi, la réflexion à avoir sur la cible, c'est est-ce que votre cible est une cible de niche versus une cible grand public? Ça modifie notre façon de travailler et notre façon de collaborer aussi pour délivrer de la valeur sur nos produits digitaux. Un autre point, c'est la maturité des équipes. Évidemment, dans notre sélection de cadres méthodologiques et organisationnels, on fait extrêmement attention à la maturité des équipes. C'est pour ça qu'on fait souvent, et ça je laisserai Reda évidemment l'évoquer un peu plus, des diagnostics de maturité et des audits là-dessus, parce que votre connaissance, la connaissance de vos équipes, votre intelligence collective joue énormément. Est-ce qu'ils ont déjà pratiqué un framework? Est-ce qu'ils sont rebutants envers un framework et une façon de travailler précise?
quel est le niveau de maîtrise sur leur métier, quelle est leur maturité par rapport à ces sujets-là, quel est leur cadre culturel aussi, est-ce qu'ils ont des réflexes de culture produit ou ils vont avoir des réflexes de culture projet plus classiques. C'est là aussi qui s'engage en fait le chemin de la transformation, à savoir est-ce qu'on va sélectionner des frameworks peut-être plus rigoristes, mais plus faciles d'accès pour des équipes non matures, ou est-ce qu'on va fonctionner sur des frameworks beaucoup plus libres, beaucoup plus co-constructifs, mais qui nécessitent aussi une maîtrise et une maturité sur ce plan-là. Ensuite, il va y avoir la géographie et la culture. Alors Reda, ça aussi, pourra bien vous en parler parce qu'il connaît bien ces sujets-là. Mais on n'utilise pas les mêmes cadres méthodologiques et on n'applique pas la même organisation. Lorsqu'on est tous ensemble sur un même lieu physique, on partage une culture très forte et commune versus on va avoir une organisation qui va être répartie soit sur le territoire, soit même à l'international. Et du coup, qui embarque une culture, des cultures différentes, des façons de travailler différentes et également des outils différents parce qu'on ne se voit peut-être pas forcément, il n'y a peut-être pas la même proximité humaine et du coup, ça embarque pas les mêmes contraintes d'un point de vue organisationnel et méthodologique. Et ça, c'est très, très important à avoir en tête et à garder lorsque on construit ce cadre méthodologique. Le dernier, c'est la vision et on va dire c'est le chemin, comme je le disais, de la transformation. Si vous avez une équipe qui est extrêmement rebutante au changement, c'est pas la même chose d'avoir une équipe qui a l'habitude de se transformer. Et là, je parle que simplement d'un point de vue équipe. Et également, donc, ça vous permet d'évaluer on va dire le chemin à mener pour se transformer. Et du coup, quelque part, c'est aussi une notion de budget. C'est un peu le terme qui fait mal. Mais quand on se transforme, quand on change de cadre méthodologique, de façon de travailler, il faut savoir que c'est pas sans effort et sans coût. Et de là, il faut évaluer si vous avez quels sont les gains à gagner en fait d'avoir une vision héroïste de la transformation organisationnelle et méthodologique. Elle est importante. En fait, c'est quel gain vous allez effectuer en bout de chaîne. Est-ce que c'est réussir ou mourir quelque part aussi versus le coût que vous allez y mettre pour vous transformer. Il va y avoir un coût humain, il va y avoir un coût peut-être en termes d'outils, il va y avoir aussi un coût d'arrêt peut-être de delivery sur vos produits pour basculer d'une démarche à une autre, d'une façon de faire à une autre. Voilà, ça se fait pas ça se fait pas forcément sans contrainte, ça se fait pas forcément que par des victoires. Donc ça, faut le savoir. Il y a tout un chemin en termes de transfo à franchir et il faut être prêt à le faire pour réussir. Donc, la bonne formule à avoir, c'est qu'il est primordial de monter un framework, selon nous, qui est sur mesure. Évidemment, comme on a dit, ça ne se fait pas à n'importe quel prix et à n'importe quel chemin, mais c'est votre façon à vous de construire un produit digital. Il vous appartient, que vous ayez des sources d'inspiration. C'est très important. C'est pour ça que nous, on intervient en tant que spécialiste. C'est pour ça qu'il est intéressant aussi de se documenter, de connaître vraiment l'ensemble des frameworks qui ont existé et qui existent parce qu'ils offrent des clés de lecture extrêmement intéressantes à utiliser, à répliquer, etc. Mais l'aléa, et là où nous, on souhaite vous avertir aussi, c'est que c'est vraiment à construire et à imaginer pour que ça corresponde réellement à votre organisation, à vos utilisateurs et vos clients et également à votre métier. Et que ça puisse être d'une efficacité totale pour cela parce que parfois, ça n'a pas de sens dans un contexte donné d'appliquer certains éléments d'un cadre méthodologique. Donc voilà. Donc par exemple, si on est à distance géographique, est-ce que par exemple, si on applique du Scrum, est-ce que ça a du sens de faire un daily? Est-ce qu'on arrive à respecter, vu qu'il y a de la distance, peut-être que les boucles de validation et de vérification et de recettage sont difficiles? Est-ce que ça a du sens de fonctionner toujours en sprint? Voilà, c'est des questions que nous, on se pose, qui sont à co-construire pour que vous puissiez délivrer des produits digitaux le plus efficacement possible et vous démarquer évidemment de vos concurrents sur cet aspect-là. C'est bien ça l'important. En fait, c'est assez intéressant tout ça parce que toutes ces réflexions, on les a construites à partir de cas réels qu'on a vécu vraiment lors de nos missions respectivement avec Martin. Et du coup, au fur et à mesure, à force de rencontrer ces différentes problématiques, on a fait justement un peu ce résumé qu'on vous a présenté et on vous a choisi justement un cas concret d'implémentation de framework personnalisé qu'on a mis en place très récemment chez un de nos clients. Et on a voulu justement partager avec vous ce cas-là.
En gros, c'est un client dans les télécoms qui travaille sur un produit qui est assez complexe. Globalement, il y a environ plus de 80 personnes réparties en 6 équipes différentes et réparties aussi sur 3 villes, donc, qui travaillent aussi bien à Paris, à Lyon et à Tunis. Ils ont un programme tellement complexe qu'il y a 15 chantiers en parallèle. Donc, quand je dis chantier, ce sont vraiment des gros travaux qui sont menés en parallèle pour améliorer le produit, pour le maintenir, parce qu'en fait, c'est une solution très, très complexe, etc. Et donc, du coup, on rencontre pas mal de dysfonctionnements et de problématiques qu'on peut avoir. Globalement, les choses qu'on a remarquées en arrivant, nous, notre méthodologie avec Martin, effectivement, c'est de mettre en place des diagnostics. Forcément, ça nous permet, nous, de monter en compétence en tant que coach sur le contexte, mais surtout aussi de creuser le pourquoi et qu'est-ce qui va poser problème. Ce qui est intéressant dans cette méthodologie, c'est que ça permet de donner en fait une prise de recul nécessaire à tout le monde pour pouvoir vraiment mettre le doigt sur ce qui cloche. En général, ce qu'on a en face de soi, on se dit oui, mais c'est juste qu'on communique pas. Pourquoi est-ce qu'on communique pas? Parce qu'on n'a pas la vision, parce que machin, etc. Et donc du coup, ça permet de remonter les problématiques les plus enfouies pour pouvoir vraiment les adresser à la racine. Globalement, ce qu'on avait dans une organisation aussi complexe que ça, globalement, avec des interlocuteurs de partout, on a des managers, des markets d'un côté, le métier qui est encore d'un autre côté, 6 équipes qui travaillent en silo dans une organisation matricielle, des chefs de chantier qui vont gérer tout ça en mode transverse. Donc déjà, l'organisation est assez complexe. Du coup, on retrouve un peu les écueils et qui ne sont pas juste pour ce projet-là qu'on a accompagné et qu'on retrouve à chaque fois dans tous les projets qu'on accompagne. C'est en général des équipes qui sont désynchronisées, qui ont chacun un mode de fonctionnement propre, qui n'arrivent pas justement à discuter entre eux. Et donc, du coup, on retrouve des silos de fonctionnement dans les équipes. Ensuite, on a des chantiers qui sont lancés un peu sans cadrage parce qu'on n'a pas justement de méthodologie produit. On a effectivement une méthodologie de delivery comme Martin vous l'a expliqué tout à l'heure, mais tout ce qui est discovery, tout ce qui est cadrage en fait en amont, on a du mal en fait à appliquer les mêmes choses. Donc du coup, on se lance sans forcément cadrer les choses. Et une fois qu'on arrive dans le build, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, il y a des choses qui ne se seraient pas passées si on avait mieux cadré les choses en amont. On a aussi des problématiques de roadmap qui sont assez fréquentes. Globalement, si chaque équipe fonctionne un peu en mode silo, avance de son côté, comment est-ce qu'on va justement pouvoir gérer des priorités communes, des objectifs communs, et surtout, si on a des 15 chantiers en parallèle dont les priorités changent tout le temps, et si en plus ces chantiers ne se parlent pas de leur côté, on a une roadmap en fait qui ne change pas tous les 3 mois, mais qui va changer tous les 3 jours. Donc c'est impossible en fait d'en tenir une. Et globalement, comme je dis, voilà, donc d'un niveau produit, c'est très très difficile en fait à gérer ça. Et du coup, niveau communication, chacun est un peu pour soi et c'est un peu le Far West dans ce genre de choses. C'est pour ça que du coup, on a voulu mettre en place un framework personnalisé parce qu'on s'est quand même posé la question de se demander est-ce qu'on va mettre du Safe, est-ce qu'on va mettre du Spotify, est-ce qu'on va mettre du Scrum de Scrum, du Scrum at Scale, etc. Qu'est-ce qui pourrait bien fonctionner avec ces équipes et cette organisation-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, on ne pouvait pas forcément partir d'une solution unique et l'adapter parce que c'est une organisation qui est unique, qu'on ne retrouve pas forcément, dont on ne retrouve pas forcément le même modèle chez les autres clients. Donc, ils avaient besoin justement d'un accompagnement personnalisé et des choses vraiment personnalisées. Même au niveau des équipes de delivery, elles n'ont pas la même manière de fonctionner. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait justement des équipes qui travaillaient sur des fonctionnalités que le client pouvait voir, mais en fait, on avait des équipes qui étaient full techniques, qui ne faisaient que des travaux justement de migration, de mise en place d'architecture, etc. Et mettre du Scrum dans une équipe comme ça, forcément, c'est pas quelque chose qui améliorera la productivité ou même le fait de travailler efficacement dans ces équipes-là. Donc c'est pour ça qu'il fallait vraiment adapter chaque framework de delivery aux équipes et ensuite mettre en place une organisation produit globale avec un framework particulier. C'est pour ça qu'on a mis en place justement cette chose-là. Donc là, c'est un peu le résultat final qu'on a démarré, en fait, qu'on a mis en place et qui est très simple. Et globalement, en fait, comment est-ce qu'on est arrivé à cette solution-là? Je pense qu'il y a, pour moi, 5 étapes essentielles. La première étape, c'est déjà partir des problématiques. On a mis quand même plusieurs mois à vraiment avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe,
de ce qui est important en fait. Donc, du coup, à travers des interviews, des idées d'idéation qu'on a mis en place avec justement toutes les personnes de la MOA, toutes les personnes de la réalisation, on a fait passer des questionnaires énormes avec de l'analyse de données et compagnie, et on est arrivé un peu aux différents pain points sur lesquels on devait travailler. Et en fonction de ces pain points, ce que je vous conseille au début, c'est déjà imaginer des solutions idéales. Partez avec l'idée de se dire que tout est possible. Déjà, ne vous bloquez pas parce que vous pensez que quelque chose n'est pas possible, qu'il va y avoir de l'adhérence, etc. Soyez créatif, dites-vous, on a un problème, on a forcément une ou deux solutions, comment est-ce qu'on va faire? Ensuite, une fois que vous avez trouvé cet amas en fait, de solutions potentielles qui sont bien sûr idéales, on va dire, on ne sait pas encore si on peut les implémenter ou pas, c'est à ce moment-là où, étape très importante, c'est là où justement la plupart des gens se plantent quand ils veulent créer euh, un framework un peu personnalisé, c'est de vouloir recommencer from scratch. Partez toujours de l'existant. Vous avez le projet, il n'est pas né hier. Voilà, les gens n'ont pas commencé à travailler dessus hier, donc il y a un existant, il y a des gens qui ont été formés sur certaines méthodologies, certaines pratiques, voire pendant des années. Si vous essayez de partir de zéro, forcément on va se planter. Donc, en partant de l'existant, vous allez pouvoir en fait ne garder que les solutions qui sont vraiment réalisables, mais que vous aurez quand même imaginées. Une fois que vous avez l'existant, que les solutions et que vous voyez un peu qu'est-ce qu'il faudra mettre en place, c'est à ce moment-là où vous commencez à construire votre programme. Nous, on a mis un programme qui était des espèces de sprints énormes synchronisés de un mois qui permettaient d'avoir deux couches très simples, une couche équipe, une couche programme, chacun ses cérémonies. C'était la solution qu'on a mis en place. Et surtout, la dernière étape qu'il ne faut pas oublier, c'est construire son plan. On a pour chaque framework un plan de mise en place. Pour là aussi, vous allez avoir un plan de mise en place. Chez nous, les premières étapes, c'était déjà présenter ce plan à tout le monde. On va tout à l'heure voir un peu quels sont les écueils à éviter dans ce cas-là. Mais voilà, c'était la présentation la présentation de ce framework à tout le monde. Donc, c'est déjà énorme parce que je vous ai dit que c'est un programme de plus de 80 personnes qui travaillent dessus. Et des fois, il faut faire même de l'accompagnement individuel pour éviter en fait toute résistance au changement là-dessus. Il faut aussi se dire que son programme n'est pas forcément fixe et que ce framework peut être amélioré. Donc, vous avez limite une deuxième session où vous allez revoir tous les éléments jusqu'à l'acceptation totale. Donc, n'hésitez pas, une fois que vous avez construit votre programme, de le retravailler avec la plupart des gens, de le modifier jusqu'à ce que vous ayez en fait une version qui va faire peut-être pas l'unanimité parce que c'est idéaliste, mais qui va avoir en fait l'adhésion du plus grand nombre. Et c'est à ce moment-là où vous pouvez vous dire, OK, je fais un kick-off et je lance la transformation et l'utilisation du nouveau framework que j'ai mis en place. Pour revenir justement sur les pièges qui sont à éviter, globalement, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est, comme je vous ai dit, ne pas se baser sur l'existant, partir from scratch, parce que c'est sûr que du coup, vous n'allez pas pouvoir faire un truc qui est pertinent. Peut-être que vous allez arriver sur une solution qui est idéaliste, mais en fait, l'idéalisation de la solution s'arrête à l'étape 2 quand vous avez imaginé toutes les solutions possibles et inimaginables. Forcément, vous allez tomber sur certaines solutions qui ne seront pas applicables et donc du coup que vous ne pourrez pas utiliser. Donc c'est pour ça, en utilisant l'existant, vous allez pouvoir vraiment affiner sur ce qui est vraiment possible et ce qui se rapproche le plus un peu de ce qui est possible. Et surtout, tout à l'heure Martin le disait aussi, inspirez-vous des frameworks qui existent. Comme on disait, c'est pas parce que Spotify n'a pas appliqué Spotify que forcément tout est mauvais dans Spotify. Au contraire, on a repris pas mal de choses, même nous de Spotify, le côté chapitre, guild, qui vont pouvoir en fait, où on va pouvoir mettre de la communication transverse, où les équipes vont pouvoir communiquer, grandir ensemble, etc. Donc il y a des bonnes choses à prendre des frameworks existants. Donc basez-vous aussi sur ce qui existe ailleurs pour l'appliquer à votre propre framework. Comme je disais aussi, construire la solution tout seul, c'est tentant des fois de se dire ok, je suis sûr que mon idée marche, j'ai envie de foncer, faites-moi confiance, ça va marcher. Mais ça, c'est dans votre tête. Si vous ne la partagez pas avec les gens et si vous n'avez pas en fait même impliqué les personnes dans la construction de ce framework, forcément vous allez vous heurter vous allez vous heurter en fait à des blocages qui font que
la solution va peut-être jamais sortir parce que vous n'aurez pas l'adhésion nécessaire. Pour pouvoir avoir l'adhésion nécessaire pour lancer son programme, il faut absolument que ça soit un framework qui a été construit par tout le monde. Il faut que ça soit en fait le framework de l'organisation, le framework porté par 80 personnes et pas seulement par une seule personne, parce que c'est le meilleur moment de se planter. Martin disait tout à l'heure aussi, c'est prendre quelque chose, l'appliquer exactement à votre organisation. Ça aussi, il faut absolument éviter de faire ça. C'est pas parce que Scrum a marché dans une équipe A que ça marchera forcément dans une équipe B. C'est pas parce que Kanban c'est beaucoup plus libre et donc du coup on va pouvoir mettre ça partout. C'est pas parce que, je sais pas, on a vu notre copain qui gère un programme similaire de 80 personnes appliquer Safe et donc du coup on se dit qu'il faut absolument du Safe chez nous. N'hésitez pas, il ne faut absolument, il ne faut pas prendre quelque chose d'existant en prenant ça pour acquis et de se dire que c'est quelque chose qui marchera chez nous. D'où l'importance de mettre en place ces frameworks personnalisés. Éviter en fait, les raccourcis intellectuels. Tout à fait. C'est toujours un sujet qui est quand même pas évident à adresser et la manière de s'organiser, la manière de déployer des méthodos pour en fait aligner déjà le travail de tout le monde et son séquencement. Et du coup, c'est pas juste avec une petite baguette magique qu'on peut dire tiens, safe, ça marche partout, pourquoi pas chez nous? Il y a plein de raisons qui font que ça pourrait fonctionner chez vous, que vous pourriez conserver des éléments de safe, mais il y a sûrement un travail de customisation qui est important pour éviter des aléas qui peuvent être très, très, très dommageables pour votre organisation. Bien sûr. Un autre biais et un autre piège à éviter, c'est de ne pas communiquer là-dessus. Comme je vous ai dit, l'adhésion est importante, aussi bien en amont. Donc, il faut communiquer sur le fait que vous êtes en train de faire un framework personnalisé pour prendre un maximum de feedback sur sa réalisation et sur sa construction, mais aussi avant son lancement, il faut absolument communiquer là-dessus en amont et demander si la personne justement adhère pour pouvoir le faire. Typiquement, une petite histoire là, qui m'est arrivée récemment. Donc, avant de lancer justement ce programme chez un de mes clients, j'avais passé facilement 1 mois et demi en fait à faire le tour de toutes les personnes, à faire des points individuels, des points collectifs, de faire le tour de toutes les équipes pour pouvoir présenter la chose et demander si c'est bon, retravailler les choses jusqu'à ce que justement et refaire une deuxième, troisième, quatrième présentation si besoin pour faire ça. À un moment, j'ai oublié une équipe. En fait, on a eu un raté sur la communication et sur une réunion. On devait justement discuter avec l'équipe. Sauf qu'en fait, il y a une équipe, on a oublié de leur envoyer l'invite. Ils n'ont pas eu en fait la présentation de la version finale du framework. Ce qui fait qu'on a quand même fait un kick-off parce qu'on avait la date du kick-off qui arrivait très rapidement. Et le lundi d'après le kick-off, on a le product manager qui annonce du coup la nouvelle organisation en disant voilà les prochaines étapes, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et ça n'a pas raté. La première chose, c'est j'ai eu le PO de l'équipe au téléphone qui me dit écoute, Reda, pour nous, c'est un no-go. Voilà, on ne veut pas travailler de cette manière-là. Je pense que c'est pas bon pour nous, ça va nous casser tout ce qu'on sait faire et compagnie, donc on veut absolument pas partir là-dessus. Et en fait, le fond n'était pas forcément de se dire que le framework n'était pas adapté, c'est plus une incompréhension. Comme ils n'ont pas eu la présentation finale, ils n'ont pas vu qu'en fait, pour eux, ça n'allait absolument rien changer. Ils ont vu des nouveaux noms débarquer de partout, ils ont pensé qu'on allait leur ajouter énormément de réunions, qu'ils allaient être surbookés. On avait décidé de réduire la durée des sprints à 3 semaines et demie au lieu de 4 semaines. Du coup, ils pensaient qu'ils allaient devoir faire des heures supplémentaires pour travailler le soir, alors qu'en fait, non, c'est juste qu'on va aller engager moins d'US et donc, du coup, eux, ils auraient eu plus de marge pour travailler 2 jours en plus derrière. Donc, en fait, il y a tout un tas de trucs qui font que si vous ne communiquez pas assez là-dessus, vous allez vraiment vous frotter à des résistances qui vont naître en fait des biais qu'ont les gens dans la tête et sur lesquels ils vont faire des raccourcis. Autre piège à éviter, c'est de vouloir tout lancer d'un coup. Si vous prenez quelque chose comme Spotify par exemple, ou même votre propre framework, vous avez sûrement mis en place un certain nombre de cérémonies, un certain nombre de choses, une transformation assez globale. Dites-vous en fait quel est le MVP de votre framework. Qu'est-ce qui est vraiment viable et qu'est-ce que vous pouvez lancer tout de suite. Si c'est juste une cérémonie, faites-le. Je suis sûr que ça va déjà commencer à apporter de la valeur. Et ensuite, vous faites une première itération, vous lancez une deuxième chose, vous améliorez les choses, vous lancez une troisième chose, jusqu'à arriver en fait à votre framework complet. N'essayez pas de tout appliquer d'un coup parce que ça fait vraiment une transformation qui est énorme.
Un des autres biais, forcément aussi, Martin en a parlé, c'est de penser qu'au delivery et non à la discovery. Si vous faites ça, forcément, si votre framework ne prend pas en compte vraiment la partie discovery qui va permettre de cadrer votre besoin, qui va vous permettre de créer un produit en fait à succès, c'est là où justement vous allez vous planter et partir sur des choses qui ne sont pas forcément cadrées et pas forcément viables ni pertinentes en fait pour votre organisation globalement ou vos clients. Et dernière chose sur laquelle on va un peu assister, c'est le fait de vouloir faire trop complexe. Faites simple. Les meilleures choses sont toujours les plus simples. Si on prend par exemple le cas de Safe, là je vous mets juste un peu, sans rentrer dans ce que c'est Safe, je vais juste vous montrer que c'est déjà d'un coup d'œil, on voit que c'est compliqué. Si on prend le full Safe à gauche, il y a des strates de partout, il y a des réunions de partout. Voilà, c'est quelque chose qui est déjà très 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 complexe. À droite, vous avez le schéma de juste l'implémentation de Safe. Chaque carré, chaque, on va dire, losange, représente une des étapes de certification qu'une personne devrait avoir pour pouvoir arriver à implémenter Safe au final. Donc là, si vous comptez bien, enfin, on en a une quinzaine de formations, une quinzaine de certifications pour que vous soyez capable, vous, d'être expert Safe et d'implémenter ça au fur et à mesure des étapes. Donc, c'est quelque chose qui est très complexe. Ce qu'il faut vraiment, c'est faites simple. Si on reprend un peu le framework que je vous ai montré tout à l'heure et qu'on a voulu implémenter chez notre clientèle, on a commencé très simple. On s'est dit, voilà, quelles sont les 2 cérémonies les plus importantes pour les équipes, quelles sont les cérémonies de discovery et de discovery qu'on peut mettre en place pour pouvoir vraiment gérer notre produit. On va mettre que ça au départ. On fait une première itération, une deuxième itération, limite une troisième itération, juste avec ça, et ensuite on mettra en place des choses en plus, on mettra des synchros en plus, on mettra en plus des moments d'échange, des guild morning, tout ce qu'on a imaginé pour pouvoir faire ça. Vraiment, faites très simple. Donc voilà, j'espère que, en tout cas, vous avez une meilleure vision jusqu'à maintenant de pourquoi est-ce qu'il est important vraiment de créer son propre framework. Là, du coup, on peut prendre le temps qui nous reste pour pouvoir répondre aux questions. N'hésitez pas à poser vos questions et on y répondra au fur et à mesure. Yes, merci Reda. On va prendre des questions. Juste peut-être un dernier élément en toute fin, où on a peut-être oublié d'insister, et qui fait écho à ce que tu disais, c'est effectivement les cas de méthodologie qui ils peuvent évoluer, et surtout dans une démarche de transformation, à vouloir avoir envie de passer de l'étape A à Z, et il y a des étapes à franchir pour y arriver. Mais les frameworks, ça peut évoluer aussi avec votre logique d'organisation, votre taille, et tout ce qu'on a exposé avant. Donc, ça doit même évoluer. Donc, ça, n'hésitez pas. C'est pas trempé dans le marbre. Mais le deuxième, quand même, élément important à voir, c'est que par contre, le corollaire à ces évolutions, et pour ne pas faire n'importe quoi, c'est de bien documenter. Et pour faire monter les nouvelles personnes qui seront amenées à travailler dans votre organisation, pour bien clarifier qui fait quoi et comment, à quel moment. Donc ça, c'est vraiment un élément où préfère être insistant, c'est de bien documenter vos process, votre organisation, votre fonctionnement delivery, même expliquer le pourquoi vous l'avez fait comme ça et la philosophie qui va permettre d'ancrer tout ça dans une réalité et qui engage tout le monde vers le même mouvement. Tout à fait. On a des petites questions, Reda. Je propose qu'on les prenne une par une. Allez, c'est parti. Première Du coup, question. ouais, Vas-y, je t'en prie. bah, il y avait Mouna qui demandait si le design thinking est situé dans une partie. Voilà. Moi, je peux faire un premier élément de réponse et je te laisse compléter, Reda, là-dessus. En gros, le design thinking, c'est une méthode. Ça décrit peu la manière de s'organiser pour déployer cette méthode-là. Et ça donne des outils et non des process là-dessus. C'est la différence en fait, entre un framework, un cadre méthodologique qui embarque plusieurs méthodologies et des méthodes et des outils comme, par exemple, on peut avoir le Lean Startup, on peut avoir le Design Thinking, on peut avoir le Growth Hacking, etc. Le Design Thinking, c'est plus une méthode de discovery, évidemment, donc de phase amont. Donc,
Pour le coup, ça fait partie des éléments qu'on utilise en phase de discovery. Donc ça, c'est clair et net. Je ne sais pas si tu veux compléter là-dessus. Non, non, c'est très clair, je pense. Je te laisse prendre la deuxième question. Yes. Alors, qui est impliqué dans la co-construction du framework? J'ai déjà commencé en fait à répondre tout à l'heure en disant tout le monde, déjà de base. Effectivement, il y a certaines personnes qui vont être beaucoup plus importantes à impliquer. Donc déjà, tous ceux qui ont des besoins métiers, etc. N'hésitez pas en fait à focaliser aussi sur ceux qui vous remontent le plus de problématiques parce qu'au niveau adhérence, ça va être justement ceux qui vont vous apporter le plus d'éléments de réponse et le plus de questions. Une seule catégorie de population qui est très importante d'appliquer du début à la fin, ce sont les managers. Les managers peuvent être en fait vos meilleurs amis comme des fois vos pires ennemis. Si vous ne les impliquez pas dans la construction du framework, ils vont pouvoir limite en fait vous mettre des bâtons dans les roues parce que pour eux, c'est pas quelque chose que eux ils ont pensé, etc. Donc ça reste en fait des personnes qui sont, ça reste en fait des personnes, on va dire, qui ont aussi des pouvoirs politiques, etc. Et des fois, sur des transformations, il faut les impliquer pour pouvoir leur donner aussi le bon rôle là-dedans. Ça sera aussi vos alliés dans le sens où, si vous les impliquez dès le début dans la transformation, ils pourront trouver leur place. Il faut se dire qu'un manager, c'est un poste quand même qui, on va dire, c'est un poste à responsabilité, c'est un poste qui revient souvent dans tout ce qui est méthodologie projet, et ce sont en fait une catégorie de personnes qui sont vite perdues quand on commence à parler du rôle du manager dans l'agilité, qu'est-ce que moi je deviens, etc., qu'est-ce que je fais, si les personnes en fait sont indépendantes, que je délègue, donc quel est mon rôle. Il faut les impliquer en tant que coach de la transformation. Ça va devenir en fait de vrais mécènes pour cela. Donc, ça va être à eux d'accompagner leurs équipes dans la nouvelle méthodologie. Et pour pouvoir accompagner leurs équipes dans la méthodologie, il faut qu'ils soient formés aussi parfaitement à son utilisation et donc du coup qu'ils aient aussi participé à leur construction. Martin, si tu veux ajouter quelque chose. Non, non, effectivement, il y a l'effort, comme tu le disais, de communication où le piège et l'aléa, c'est de pas du tout communiquer. Donc, nous, on est fervent évidemment de la communication et il faut y mettre de l'effort. Pour le coup, et communication fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, communication et documentation. Donc, ça, c'est super. Ces deux éléments-là vont de pair et sont super importants. L'élément, moi, que je dirais, c'est qu'il faut bien embarquer tout le monde au bon niveau. Donc, en effet, il faut mapper et cartographier les parties prenantes, des personnes qui sont au cœur du framework versus, en effet, les gens qui vont être plutôt sur un rôle managérial, pilotage. Il faut que tout le monde soit convaincu. Et il y a également aussi un gros travail à faire de sensibilisation et d'explicitation, parce que ça va demander un budget et un effort et un investissement, comme on le disait, et d'efforts collectifs. Et du coup, de bien embarquer aussi ses sponsors et les décideurs. Évidemment, il ne faut pas les oublier, c'est fondamental dans la réussite de ce genre de mouvement. Il faut qu'ils y croient, il faut qu'ils y voient de la valeur, et il faut que ça reste pragmatique. Un des éléments, c'est quand on travaille sur l'organisation, quand on travaille sur les process, quand on travaille sur les méthodologies, il ne faut pas perdre de vue que c'est pour une finalité et que la finalité, c'est la réussite de votre entreprise. Sa réussite sur le plan business, sa réussite sur le plan financier et de vouloir travailler la conviction des décideurs, ça aide aussi à donner du sens et de bien calculer un ROI de ce genre de transformation. Il faut évidemment rester dans le pragmatisme. Complètement. Tout à l'heure, Martin, en plus, tu disais que c'était important de mapper en fait les personnes qui seraient impliquées dedans. Dites-vous quelque chose en fait quand vous créez un framework, c'est pourquoi est-ce que vous le créez et pour qui est-ce que vous le créez. Si vous créez en Exactement. fait un framework pour dire que pour faire joli et dire que voilà, c'est cool, on fait un framework personnalisé, advisory, c'est génial, c'est beau, c'est bleu, etc. Non, c'est à qui est-ce que ça va rapporter de la valeur. Et en fait, c'est à ces personnes-là qu'il va falloir cibler dans la co-construction de votre framework parce que on va leur faire prendre conscience que si on fait ça, c'est vraiment pour eux avant tout. C'est pas pour brander, c'est pas pour avoir une marque, c'est pas pour quelque chose, c'est pour déjà améliorer leur façon de travailler leur façon de travailler au quotidien et surtout avoir comme finalité améliorer le produit et donc son ROI. Donc n'hésitez pas à faire justement ce travail de mapping au départ en vous demandant qui seront les plus bénéficiaires et qui est-ce que je peux embarquer dès le début. Une autre question qui est
Du coup, il y a 2 questions et on a encore 10 minutes, donc je pense qu'on peut répondre même à plus de questions si vous en avez encore, mais on va prendre ces 2-là qui sont très intéressantes. Comment faire comprendre l'importance du discovery à l'ensemble des parties prenantes? Tu veux répondre, Reda? Sinon, je fais un premier élément. Vas-y, si tu veux faire un premier élément. Moi, ce que je dirais là-dessus, et je te laisserai compléter, Reda, c'est que pour les phases de discovery, vous allez avoir des gens qui sont extrêmement sensibles et d'autres pas du tout. Et en fait, ça va dépendre des profils de population que vous avez en face de vous. Typiquement, des gens qui sont très axés sur la stratégie, sur les enjeux business, etc., ils vont tout de suite être assez fans de discovery, puisque c'est quel est le besoin de mes utilisateurs, quel est le besoin, quel est le jobs to be done, en fait, pourquoi ces clients-là achètent mes solutions. Et derrière, en fait, c'est d'imaginer le bon produit pour y répondre. Et en fait, tout de suite, il y a des gens qui sont très fanatiques de ces enjeux stratégiques, de connaître les fonctionnalités, le parcours qui va faire la différence, la valeur ajoutée qu'on crée pour nos utilisateurs. Et il y a des typologies de gens, sans encore une fois vouloir mettre des gens dans les cases, des populations dans les cases, mais qui vont être beaucoup plus axés sur la technique, qui vont plus être axés sur la réalisation en tant que telle, et qui vont, ou alors sur la mise en marché, etc., et qui vont moins penser aux besoins, à est-ce que mon produit correspond réellement à une attente, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut essayer de sensibiliser tout le monde. Après, quand on y arrive, c'est du bon sens. Il ne faut pas perdre le bon sens paysan, comme on dit parfois, hein, et expliquer le pourquoi on fait les choses, comme disait Reda. Mais c'est vrai qu'il y a des profils, et c'est, encore une fois, c'est ces profils de population où on ne peut pas aussi leur en vouloir, qui sont des spécialistes, des experts qui vont être sur des sujets donnés et qui vont pas chercher à vouloir mener ce travail-là de discovery. Mais en fait, ce qu'il faut leur expliquer, c'est qu'on a beau faire le produit le plus efficace et le plus, par exemple, le plus maîtrisé techniquement, s'il ne répond pas à un besoin utilisateur, s'il ne casse pas les points de souffrance de vos utilisateurs, s'ils ne réinventent pas les usages, ben, vous aurez beau faire la plus belle des solutions, elle ne trouvera pas preneur. Et il faut c'est l'enjeu de notre métier, c'est de bien réunir les utilisateurs finaux et leurs besoins, les métiers, leurs attentes et ce qui doit être fait, les stratèges et les réalisateurs. Mais voilà, l'objectif, c'est de bien mettre tout le monde autour de la table pour que tout soit clair et qu'il y ait un alignement là-dessus. Ouais, et surtout, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les gens n'ont pas forcément tous l'habitude de faire de la discovery. Tout ça vient du fait qu'en fait, du fait des dernières années, de la transformation un peu des méthodologies. Au départ, on avait une méthodologie projet où on faisait un cadrage hyper précis pendant des mois et des mois et des mois avant de se lancer dans la réalisation. Ensuite, on est arrivé avec, on va dire, des méthodologies agile, où là on dit, vous savez quoi, toute votre partie spec, vous jetez tout à la poubelle, vous démarrez tout de suite, et ensuite vous les faites au fur et à mesure. Donc en fait, il y a des personnes aussi qui ont pris le coche, qui commencent directement à se dire, ah bah c'est génial, je n'ai plus à bosser en amont, je vais voir, je vais y aller, et ça va marcher. En fait, ça peut marcher si vous faites un site web et vous avez une équipe qui travaille dessus. Mais par contre, si vous avez un environnement complexe où vous devez en fait synchroniser 80 personnes, 6 équipes, si vous ne faites pas de la discovery pour savoir en fait, enfin, qu'est-ce que vous avez vraiment besoin de produire, qu'est-ce que vous avez vraiment besoin de faire, et surtout, qui va faire quoi et un peu comment, si vous ne faites pas un minimum de cadrage en amont, du coup, dites-leur, c'est impossible de synchroniser tout ça au fur et à mesure de l'avancement. Donc c'est pour ça que l'importance du discovery existe, et que le discovery est d'autant plus important que le produit est complexe et surtout que les utilisateurs sont complexes. Top, merci Reda. Il y a une question de Mouna, je pense, qui va t'intéresser et qui t'est orientée directement. Du coup, est-ce que tu as interrogé les 80 personnes une par une lors de la mise en place du framework que tu as présenté? Dans quel cas il faut privilégier ce type de communication? Alors, j'ai pensé à interroger les 80 personnes une par une, sauf qu'en fait, les entretiens avec une personne, on ne les fait pas une fois, on les fait 2 fois, 3 fois, 4 fois pour vraiment avoir toutes les informations. Donc, en fait, ça n'aurait pas été 80 entretiens que j'aurais fait, mais beaucoup plus 360, voire 400. Donc, il est impossible en fait de faire 400 entretiens avant de lancer quelque chose. Surtout,
en fait aussi, les 80 personnes n'ont pas le même niveau d'implication, donc c'est à vous de juger un peu, juste en faisant ce mapping dont on a parlé tout à l'heure des personnes les plus importantes, de quel est votre degré de communication par rapport à ça. Des fois, je faisais justement des simples présentations avec des équipes complètes, un peu comme on l'a fait actuellement, en mode webinar, où je présentais la solution et après on avait une partie questions-réponses. Et certaines personnes qui étaient stratégiques dans le programme, je faisais plutôt des one-on-one. Ça leur permettait justement de respecter déjà un peu leur statut, etc. Et d'avoir leur retour et leur feedback là-dessus, et surtout plus travailler le côté adhérence. Par exemple, si vous savez que vous avez un transformation manager dans votre équipe, bah, faites un interview individuel avec lui parce que justement, ça vous permettra de savoir s'il a bien compris la solution et si du coup, il sera un peu votre mécène pour pouvoir la mettre en place. Euh, Ça peut être n'importe qui d'autre. Ça peut être aussi, par exemple, un développeur qui est très, on va dire, qui est très intéressé par le sujet, que vous sentez qu'à chaque fois que vous faites des présentations collectives, c'est lui qui pose le plus de questions, qui vous remonte le plus de choses. Ben, en fait, basez-vous sur lui pour faire un entretien individuel parce que vous aurez encore plus de retours quali qu'il n'osera peut-être pas dire en communauté avec tout le monde. Yes, on a deux questions d'Aman qui sont super intéressantes. La première, c'est combien de temps ça t'a mis pour mettre en place ce framework personnalisé? Et la deuxième, c'est comment gérer des parties prenantes, du coup, que je comprends comme difficile, puisque elles refusent catégoriquement le changement et de basculer sur un nouveau framework. Donc, plus une question très opérationnelle de combien de temps on peut espérer décliner un framework sur mesure, comme on est personnalisé, comme on l'a présenté. Et Hmm. deuxième question plus orientée change. Je passe à Alors, ton relais de démarrer. Reda. vas-y. Alors, sur la première partie, sur combien de temps? Sur un problème aussi complexe que ça, sur un programme aussi complexe que ça, on a mis environ 6 mois. Le kick-off on a réalisé le kick-off le mois dernier. On a mis environ 6 mois pour mettre en place cette solution. Pourquoi? Parce que du coup, le temps de recueillir toutes les infos, le temps de commencer à mettre en place des solutions. 80 personnes déjà, bah, leur agenda n'est pas free. Enfin, vous connaissez, surtout avec les tendances actuelles, on est beaucoup plus dans la réunion aiguë. Donc, avoir quelqu'un, ça peut prendre enfin, avoir un manager au placé, des fois, ça peut prendre des semaines. Donc, pour avoir vraiment le premier retour de quelqu'un et d'avoir déjà toute la première partie juste problématique, ça peut prendre déjà un certain temps. Ensuite, toute la partie solution, ça, vous pouvez le faire de votre côté, donc ça va aller assez vite pour se baser dans l'existant. Mais une fois que vous avez en fait une ébauche de programme, il faut communiquer dessus. Il faut justement faire des itérations dessus. Et pour ça, vous avez une deuxième phase de communication. Vous devez encore parler aux gens, voir quand est-ce que les gens sont dispo, quand est-ce qu'ils peuvent vous répondre, retravailler le plan. Donc ça peut prendre un peu de temps. Si vous devez mettre en place un framework pour, on va dire, un programme où il y a 2 équipes, ça peut aller très vite. Vous faites 3 ateliers au départ, vous imaginez le plan, 3 ateliers ensuite, et ensuite vous lancez ça assez rapidement en mettant en place la méthodologie de se dire on lance un petit truc pour voir si ça change et ensuite on accrémente au fur et à mesure. Ce qui peut peut-être prendre du temps aussi, comme on le disait, c'est de bien documenter tout ça et Bien sûr, la après, documentation est super importante. ouais, et une fois qu'ils sont stables, ça peut être difficile. Tout à fait. Du coup, tes parties prenantes difficiles, comment tu les gérais, Reda? Alors, les parties prenantes difficiles, forcément, j'ai eu des résistances au changement dans ce cadre-là. Ça venait souvent en fait de chefs de projet qui avaient toujours fonctionné d'une certaine façon, et je recevais souvent au fur et à mesure de mes présentations, je recevais toujours un peu le même retour. C'est nous, on a mis 2 ans à mettre en place une méthodologie. Ça fait 2 ans qu'on nous forme sur quelque chose, etc. Là, maintenant, vous voulez tout changer. Je comprends pas. Voilà, ça marche bien. Alors, pourquoi changer? Là, en fait,
J'aurais dit, c'est assez marrant. Pourquoi changer? Parce que déjà, c'est une demande qui vient de vous. Hein. On ne fait pas ça pour faire joli déjà. Vous vous rappelez, quand on vous a passé un questionnaire global avec qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, quand on a fait des séances d'idéation pour savoir où étaient les problématiques, c'est vous qui avez justement remonté tous ces problèmes de synchronisation, du fait que les gens ne se parlent pas et que la vision produit ne soit pas posée, etc. Donc, c'est pour ça qu'on met ça en place. Donc, l'explication, explication, explication. Toujours expliquer le pourquoi est-ce qu'on fait ça. Rappelez le but, toujours. Il faut aussi, comment gérer ça? C'est leur faire prendre conscience que déjà la nature de leur travail ne va pas forcément changer et qu'ils vont être impliqués là-dessus. Parce qu'on va toujours avoir une certaine catégorie de personnes qui vont avoir peur de se laisser, d'être laissées pour compte. Et c'est là où justement, des fois, il faut faire des interviews individuelles avec ces personnes pour comprendre un peu quelles sont leurs peurs et comment les désamorcer en amont. N'hésitez pas aussi, donc il y a quelque chose que j'avais changé lors de mes premières présentations et ensuite j'ai remis ça, les choses sont beaucoup mieux passées. C'est un slide qui est super important dans ce genre de présentation, c'est qu'est-ce qui change pour vous? Au départ, j'arrivais avec le plan en disant donc voilà, voilà ce qu'on va mettre en place, et cetera. Donc c'est cool. Voilà quelles sont un peu les problématiques, voilà au quoi est-ce qu'on va répondre. Sur le papier, c'est top, mais par contre, en fait, les gens attendaient qu'une seule chose, c'est OK, mais moi, du coup, ça change quoi pour moi? Donc faites tout simplement un slide. Qu'est-ce que ça change pour vous? Et vous mettez un peu les points en disant donc voilà ce qui était avant, voilà ce que vous faisiez avant, voilà ce que vous allez faire aujourd'hui. Et des fois, et mettez un peu en évidence ce qui est nouveau et ce qui reste un peu sur l'existant. Et ça va énormément rassurer les gens. Donc voilà comment est-ce que je dirais qu'il faudrait gérer un peu le change management de cette transformation. Moi, avec les parties prenantes aussi, ce que j'essaie, c'est de jouer sur l'aspect managérial, d'aller voir les décideurs, parce que souvent, ça bloque soit par un décideur, soit par un manager intermédiaire. Et c'est de bien travailler ces aspects-là. Et derrière aussi de prouver le pragmatisme de ce qu'on propose, et d'expliquer où on va obtenir du résultat et comment pour justement convaincre les gens qui sont opposés. Et le dernier plan, c'est aussi de faire progresser d'abord l'équipe cœur avant les parties prenantes pour convaincre les parties prenantes par effet de rebond. En fait, c'est une fois que le fonctionnement de l'équipe est bien meilleur, que la collaboration est bien meilleure, qu'il y a des vrais résultats tangibles sur ce qu'on effectue qui sont apportés, ben, les parties prenantes, elles se retrouvent vite prises en étau parce qu'elles étaient contre ce changement-là, mais c'est prouvé pragmatiquement que ça marche et du coup, ben, tout de suite, c'est beaucoup plus facile d'embarquer. Bon, on arrive presque sur la fin, mais on prend peut-être cette dernière question, Reda, c'était la dernière, et puis il y a un grand s'il vous plaît de Mouna, donc on va le faire, évidemment. Est-ce possible de nous donner un exemple des pain points qui vous ont marqué, j'imagine, le plus, et qu'est-ce que vous avez proposé comme solution? Alors, les pain points qui nous ont marqué le plus dans cette transformation, bah, pour ma part, déjà, c'est déjà une résistance au changement qui vient forcément un peu de cette méconnaissance un peu des frameworks et de ce qu'on va utiliser. Forcément, bah, la nouveauté entraîne du méfie. Ça, il y en aura toujours, qui soient valides, on va dire, ou pas. Hein. Des fois, c'est juste des pairs qui sont internes, qui peuvent arriver, et globalement, en se disant, ah bah tiens, c'est marrant, là, vous me présentez un plan avec plein de cérémonies, mais vous pensez pas que nous, on a déjà assez de réunions, qu'on n'arrive même pas à bosser. Mes équipes de développement, elles sont là pour développer, pas pour faire des réunions. Là, vous allez trop nous en rajouter, etc. Donc, n'hésitez pas. C'est important d'avoir ce genre de feedback. C'est intéressant d'avoir aussi de résistance au changement parce que ça vous permet en fait d'améliorer votre plan aussi et de vous dire comment est-ce qu'on peut le placer d'une manière très smooth. Ce que les gros frameworks comme Safe, etc. ne permettent pas parce qu'ils sont assez rigides quand même dans leur fonctionnement, etc. Vous, comme vous avez un framework personnalisé, vous pouvez un peu l'adapter. Donc n'hésitez pas à communiquer dessus. Globalement, à faire une transformation assez douce pour ne pas avoir ces pain points. Il y a quoi? Il y a aussi une peur qui revient assez souvent, c'est: «Ouais, mais du coup, moi, on me paye pas pour faire ça». Globalement, moi, on me paye pas pour venir à des réunions, à des rétrospectives, des comités produits, voilà, où j'ai déjà assez de réunions, machin et tout, qu'est-ce que je vais devenir dans la nouvelle organisation? Ça, pareil, il faut rassurer. Comme je vous ai dit, mettez des slides, qu'est-ce qui va changer pour vous et surtout, ne laissez personne pour compte. Prenez en compte vraiment toute la population de votre programme.
tous ceux qui travaillent dessus et limite faites du cas par cas en disant, voilà, pour toi développeur, avant tu faisais ça, aujourd'hui tu vas faire ça. Pour toi manager, et en général, vous remarquerez que les plus grosses résistances au changement viennent avec plus on monte dans la hiérarchie, plus on aura de la résistance à changement. Donc, sur ce genre de rôle, n'hésitez pas à les accompagner individuellement et n'hésitez surtout pas en fait à leur expliquer par de A plus B que ils auront leur place, qu'ils n'auront pas forcément plus de réunions, que ça va être que du bénéfice. Donc, il faut trouver quels sont leurs bénéfices et du coup, leur communiquer ça. Excellent, excellent. Et oui, oui, effectivement, moi, nous, les pain points qu'on rencontre le plus, le premier, c'est le conflit entre des équipes, conflit ouvert ou conflit larvé, et du coup, qui est destructrice pour l'organisation. Et donc ça, on essaie de tout de suite les stopper avec un schéma collaboratif différent et une manière d'embarquer les personnes assez différentes. Ensuite, le deuxième point qu'on a quand on est sur les parties de delivery, c'est souvent que le delivery ne fonctionne plus, est à zéro. Et du coup, l'objectif pour nous, avec une nouvelle manière de s'organiser, c'est de faire repartir le delivery. Et ça fonctionne plutôt bien et de redonner en fait, un effort de réalisation. Et ensuite, le dernier point qui est plutôt sur l'ensemble du framework global et qui peut poser souci, c'est que les produits ne correspondent pas aux besoins de l'utilisateur, ils sont déceptifs, c'est des échecs commerciaux, etc. Et du coup, l'objectif, c'est petit à petit de monter une démarche qui permet de reprendre du sens, qui permet de moderniser les produits. Et tout de suite, en fait, on voit dans la valeur offerte auprès des utilisateurs par du feedback, par de la donnée d'utilisation, par des KPI financiers qui changent et qui sont bien meilleurs qu'à l'accoutumée. Et en fait, petit à petit, on voit la montée en puissance de ce qu'on réalise par un succès pragmatique et le succès à la fois avec plus d'utilisateurs, des utilisateurs qui reviennent plus satisfaits et également des revenus qui sont en hausse pour l'organisation. Et c'est là où Carrément. on arrive à trouver toute la légitimité de ce qu'on propose. Et opérationnellement, les choses, les pain points qu'on remarque un peu, c'est ce qu'on avait dit au départ. Si on revient un peu sur notre slide, faire un peu les best-of, en fait, best-of des pain points qu'on remarquait. On avait du coup une désynchronisation des équipes, des chantiers qui étaient lancés sans cadrage, des gens qui ne communiquent pas de vision produit. euh, donc du coup, ça permet vraiment de répondre à tout ça. Par exemple, typiquement, euh, gestion des priorités difficiles, pas de vision produit. On a mis en place une espèce de, comme le PI planning, mais beaucoup réduit, qu'on a appelé programme board et programme planning. Donc c'est une cérémonie qui dure 3 heures une fois par mois. On va réunir tous les décideurs niveau produit. On va leur dire maintenant, comme vous le voyez un peu sur l'écran à droite, vous mettez en place, vous donnez l'état d'avancement de vos chantiers, vous donnez la priorisation de vos chantiers et ensuite vous discutez pour justement voir comment est-ce que vous pouvez planifier ça sur une roadmap, mais mettez-vous d'accord avant. Avant, c'était on se lance et ensuite on en discute pour savoir si ça convient aux uns aux autres. Ensuite, sur le fait qu'il n'y ait pas de communication transverse entre les équipes, vous pouvez mettre en place par exemple des guild morning. Globalement, c'est des regroupements de gens de mêmes compétences, de mêmes intérêts, qui se rencontrent une fois par mois pendant 2 heures pour discuter de sujets transverses, de tout, etc. Et de pouvoir monter en compétences ensemble. Il y a quelqu'un qui peut venir en fait avec un cas précis de chez lui pour dire voilà comment est-ce qu'on peut le résoudre ensemble. Et ça permet justement de connaître un peu les gens qui ne sont pas, par exemple, si on est à Tunis, de connaître beaucoup plus des gens qui sont à Lyon, à Paris, et de vraiment de créer une bonne dynamique au sein de l'équipe. Qu'est-ce qu'on a mis par exemple d'autre en place une chose qui manquait, c'est que c'est vrai qu'on avait en fait des méthodologies, on va dire agiles, Scrum, Kanban et leurs cérémonies, leurs bienfaits qu'on connaît très bien au niveau équipe, mais en fait on n'en avait pas au niveau programme. Typiquement, on faisait des rétrospectives au niveau équipe, très bien, mais en fait les managers et la MOA et les décideurs, on va dire le market, etc., eux n'avaient aucune rétrospective. Donc il n'y avait aucun moment en fait où ils mettaient en place eux-mêmes de l'amélioration continue. Donc on s'était dit, une fois par mois, on va prendre 2 heures pour se retrouver, faire une rétrospective tous ensemble. Et du coup, comme ça, on cherche aussi à améliorer les choses et en même temps améliorer le framework au fur et à mesure pour voir ce qui marche bien et ce qui marche un peu moins bien. Hop, hop, hop. Je pense qu'on en a terminé du coup avec les questions, Reda, puis on a un petit peu
dépassé notre planning initial, mais du coup, j'espère que ça a plu à tout le monde. Merci pour votre participation. Merci à Évidemment, tous. on reste disponible sur le site Advisory, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, euh, sur celui de la société, sur nos LinkedIn en propre pour échanger et répondre à vos éventuelles questions, notamment sur ce sujet-là. Ok, super. Bah, écoutez, merci encore d'avoir participé à cette Ask Me Anything numéro 7 et on vous dit tous à bientôt.